Voici le Journal du Soir. Et voici vos animateurs. Aujourd'hui, on est le 3 juin 2019. Et au Journal du Soir, ce soir, nous avons M. Carl Brochu. Monsieur Carl. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir du 3 juin 2019. En remplacement de François Saint-Louis, votre animateur Carl Brochu, pour toute la semaine, je vais remplacer les 4 jours François au journal. Et ce soir, je vous ai préparé une belle émission. Nous aurons comme invité M. René Ricard. Vous savez comment je suis préoccupé par la question de la péréquation, puis qu'est-ce qu'on veut en faire lors de la prochaine élection fédérale. En Alberta, on a un premier ministre qui nous a lancé un message que si on n'acceptait pas le gazéoduc, si on n'autorisait pas le passage d'un gazéoduc au Québec, on allait nous couper la péréquation. Alors, j'ai été frappé par ce chantage, par cette manipulation, encore une fois, qu'on nous sert du côté du Canada anglais. Et j'ai fouillé beaucoup cette question-là, entre autres avec M. Nantel il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, on va avoir René qui va nous expliquer à nouveau, et avec l'actualité qui s'en vient, tout ce qui entoure la péréquation. Je veux qu'en finissant l'émission ce soir, on puisse bien comprendre chez les auditeurs, bien comprendre comment attaquer cet argument fédéraliste-là qui a duré trop longtemps. On nous sert cet argument-là, la péréquation, à toutes les sauces et sans trop la comprendre. Puis en même temps, elle est facile à comprendre. On nous sort un gros chiffre à toutes les années que le Canada nous donnerait, le régime fédéral nous donnerait cette année 13 milliards de dollars en péréquation. Et pourquoi je réagis à ça aussi, c'est de voir les journalistes de tendance fédéraliste nous dire et de reprendre ce message en disant qu'on devrait écouter les Albertains, puis on devrait écouter M. Kenney de l'Alberta. Sinon, ils risquent de mettre à exécution leur menace de nous couper la péréquation. Alors, M. Ricard va nous démystifier comme il faut ça. Il a préparé des images avec Jean-Marc qu'on va défiler tout au long de l'émission. Puis aussi, je vais avoir un invité spécial qui n'était pas prévu aujourd'hui, mais que compte tenu de la nouvelle, on va l'inviter. Là, aussitôt qu'il va être prêt, il m'a dit qu'aux alentours de 9h30, il viendrait nous dire un mot. Et j'en ai parlé à René Ricard tantôt, puis il a accepté effectivement parce que la nouvelle est très bonne. Ça concerne des équipes Québec qui maintenant, là, on va avoir une motion à l'Assemblée nationale qui va être écrite par le Parti québécois, qui va être lancée par le Parti québécois vendredi à 11h. Et toute l'équipe de la Fondation Équipe Québec va être sur place. Et on va vous dire ça tantôt avec Stéphane Hallinger, mais on commence à avoir là, le fruit de nos efforts. Le président Hallinger, M. Bob Sirois, qui travaille depuis plusieurs années là-dessus, on va aller à Québec vendredi appuyer cette motion-là de Pascal Bérubé et du Parti québécois.
Et on va avoir une journée remplie. On veut essayer d'aller en profiter pour rencontrer les politiciens qui vont être sur place. On va aller leur serrer la main. On est en train de préparer là, tout en ce qui concerne les journalistes, les documents de presse, pour qu'on puisse marquer des points là, vendredi au maximum. Moi, je pense que là, le train est parti. Et c'est grâce au travail là, extraordinaire d'hommes et de femmes là, qui croient à ça, qui croient que pour une nation, il est essentiel et nécessaire, une nation qui veut perdurer, qui veut assurer sa pérennité. Le sport, c'est l'opium du peuple. Et le Québec et les nationalistes, on s'en est passé depuis toujours. On n'a jamais célébré encore une fois, à part il y a les Jeux médiévaux, entre autres. On a 5 fédérations qui œuvrent au niveau international, qui sont reconnues au niveau international. On a entre autres le deck hockey, qui est en train tranquillement là, de surpasser le hockey sur glace au Québec. Pas comme sport, là, le hockey se pratique plus en chou-clac, en espadrille maintenant qu'en patin. Donc, le deck hockey a une fédération reconnue. Je pourrais vous en reparler plus tard, mais entre autres, au deck hockey, on a gagné le championnat mondial il y a 2 ans. Puis l'année passée, aux championnats mondiaux, pour des raisons budgétaires et politiques, on n'a même pas présenté une équipe au deck hockey. Bref, il faut avoir une fondation comme Équipe Québec, Stéphane Allinger, Daniel Saint-Hilaire, Serge Rollin, Bob Sirois et moi-même. Essayons de mettre beaucoup d'énergie là-dessus pour soutenir ces fédérations-là qui n'ont aucun soutien là, du gouvernement. C'est vraiment comme on a reçu à l'émission de sport il y a 2 semaines Chloé Germain, la championne du monde. Cette année, elle a gagné, l'ancienne championne du monde des combats médiévaux. Cette année, elle a gagné la médaille d'argent. Elle s'est rendue quand même en finale. Et ces athlètes-là font ça sur le bras, sur leur propre bras, payent toutes leurs dépenses. Et c'est ça, on a des champions du monde qui sont pas reconnus encore. Et la Fondation Équipe Québec travaille très fort avec Radio Infocité pour vous les faire connaître. Bref, on va avoir, comme je vous l'ai dit, là, on a des bonnes nouvelles. Puis c'est encourageant là, de mettre encore plus d'énergie. Donc, on va rencontrer tantôt, je dirais pas toutes, là, je vais en garder un peu pour M. Allinger. On va recevoir tantôt Stéphane qui va nous jaser de ça. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas si Jean-Marc de l'autre côté est prêt. À ce qu'on puisse recevoir M. Ricard. Je sais que M. Ricard avait des problèmes avec son mot de passe. Donc, j'avais prévu là, faire le début de l'émission, puis une bonne partie de l'émission en fait avec M. Ricard, parce que la péréquation, moi, c'est un sujet qui me passionne. Comme oui, merveilleux. Donc, j'ai des nouvelles là, dans mes écouteurs que ça s'en vient. Alors, moi, comme indépendantiste qui cherche à développer l'argumentaire pour qu'on puisse être plus vendeur, un des arguments, là, vraiment massu, que les fédéralistes ont servi à toutes les sauces depuis plusieurs années, c'est la fameuse péréquation. Et il y a plein de nouvelles politiques à travers l'année qui concernent le gouvernement fédéral, qui investit un peu partout dans le reste du Canada et qui nous fait la preuve que le gouvernement fédéral investit et développe l'économie au Canada anglais à vitesse grand V. On l'a vu aussi aux négociations de l'ALENA. On a préféré protéger les voitures ontariennes au lait québécois. On finance le pétrole à coût de milliards pour le développer en Alberta. Le gouvernement canadien a investi, Trudeau a acheté le Trans Mountain pour 4,4 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral investit déjà beaucoup dans cette industrie-là et surtout en Alberta et à perte en ce moment avec le prix du pétrole et avec le prix que ça coûte
traiter le pétrole sale de l'Alberta, ça prend 10 litres d'eau pour faire 1 litre de pétrole là-bas. Et je vous ferai pas, là, je vous épargne les détails là, concernant le procédé, mais tout le monde sait que c'est un des pétroles les plus polluants à produire, à extraire du sol et à rendre, pour le mettre en essence, ça demande beaucoup plus de travail qu'un pétrole qui vient d'un puits de pétrole là, plus normal. Bref, j'ai d'autres arguments que je veux parler avec René Ricard. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mes chers auditeurs. Je ne vois pas le clavardage en ce moment. L'autre argument que les fédéralistes ou ceux qui n'aiment pas qu'on dise le mot pétrole sale, on va souvent nous servir l'argument qu'on aime mieux prendre le pétrole de l'Arabie saoudite que le pétrole canadien albertain. Ça, c'est un autre argument de nos canadianistes qui mérite qu'on s'y attarde. Et on ne doit pas laisser traîner ça dans les réseaux sociaux quand on voit passer ça. Pourquoi on aimerait mieux acheter le pétrole de l'Arabie saoudite que celui de l'Alberta? Et là, dans ce temps-là, on va mettre aussi les droits humains. Et là, ça fait l'affaire du message canadien que de présenter que les droits humains, puis il y a des pays au Moyen-Orient qu'on le sait qu'est-ce qui se passe là-bas. On sait toute la magouille politique entourant la gestion du pétrole là-bas, qui a le contrôle, qui ne l'a pas. Et donc, on aime faire ce parallèle-là dans des moments comme ça. Et donc, cet argument-là ne tient pas parce que le Québec, s'ils en ont déjà acheté de l'Arabie saoudite, c'est pas un de nos principaux fournisseurs de pétrole. On me dit, entre autres, que les États-Unis est un de nos fournisseurs, ça vient d'un gazéoduc en plus. On a un gazéoduc qui se rend dans le coin de Montréal, qui part dans le coin du si je ne me trompe pas, là, du Maine. Bref, on a du pétrole américain qu'on achète. On achète de plus en plus de pétrole albertain, même s'ils nous crient des noms, même si souvent ils nous rendent coupables de tous les problèmes économiques qu'ils ont actuellement. C'est toujours populaire au Canada anglais de casser du sucre sur un Québécois ou de le faire passer pour un assisté social ou d'un citoyen qui bénéficie des nombreux avantages que le Canada nous offre. Ça vient rassurer. Quand nos amis du Canada anglais parlent comme ça vient rassurer nos fédéralistes ici, nos François Lambert, un de nos dragons, qui aussi s'est permis d'embarquer dans cette propagande-là et nous conseiller d'écouter en tant qu'homme d'affaires, d'écouter le premier ministre d'Alberta qui nous menace de couper la péréquation si on n'accepte pas le gazéoduc. Et il s'en vient une campagne fédérale qu'il faut voir venir nos adversaires. Maxime Bernier, Andrew Scheer veut nous imposer par le biais des lois canadiennes le passage du gazéoduc. Et on apprend tranquillement aussi que c'est le Canada qui a le pouvoir de le passer ou pas. Donc, il va y avoir une partie de bras de fer entre la vision du Canada pétrolier et du Québec avec son énergie renouvelable, beaucoup moins polluante. Oui, je sais qu'il y a quand même des problématiques environnementales. On ne peut pas tout scraper nos rivières pour faire des barrages hydroélectriques, mais il y a certaines rivières qui ont plus de potentiel que d'autres. Et dans les prochaines années, il va falloir... les Verts se sont vantés
à New York, quand M. Legault est parti vendre notre hydroélectricité là-bas, certains Verts se pétaient les bretelles que le Québec, on faisait partie de la solution environnementale. Mais ces mêmes personnes-là, souvent, étaient sur des piquets, ils manifestaient pour pas qu'on la développe, l'hydroélectricité. Donc, sans donner tort à ces deux groupes-là, on peut quand même essayer de penser dans un avenir assez rapproché qu'on va avoir une demande en hydroélectricité de la part des États de l'Amérique du Nord-Est américains. Hein, dans le coin du Maine, vous y allez souvent au Larchard, vous savez de quoi je parle. Donc, eux n'ont pas cette rivalité-là. Avec nous. Les Américains achètent notre électricité pour les bonnes raisons, parce que c'est une énergie verte, parce qu'elle est renouvelable, puis elle n'est pas chère. Puis elle règle des problèmes environnementaux aux États-Unis au lieu de prendre des usines de charbon pour produire leur électricité ou de gaz naturel, vont prendre notre hydroélectricité. Ah là, je crois que... donc, pour terminer, René, puis j'arrive à toi, je pense qu'on va pouvoir aussi essayer de se donner une marge de manœuvre, autant chez les environnementalistes que ceux qui veulent le développement de l'hydroélectricité de façon plus grande, d'essayer d'avoir un terrain d'entente. Puis, donc, le Québec va offrir à lui seul, sans le Canada, des solutions environnementales efficaces dans les prochaines années. Le Canada devient de plus en plus inutile, puis nos adversaires, moi je remercie Justin Trudeau de nous montrer dans son délire, dans son égo-trip, l'utopie de ce pays-là. Et c'est ça qui est merveilleux en ce moment. On a, avec l'arrivée de la CAQ, des gens qui ne se disent pas indépendantistes, mais qui nous font avancer dans le projet. Hein? Puis j'ai hâte de voir la réponse de la CAQ vendredi, concernant les équipes Québec. On va en parler tantôt. Mais c'est ça. On a vu arriver la CAQ après plusieurs défilés de mode de notre premier ministre du Canada. Depuis l'arrivée de Justin Trudeau, même les fédéralistes identitaires canadiens ne se retrouvent plus dans leur propre Canada. Et moi, la contradiction que je le dis souvent à l'émission, une des contradictions que le mouvement de Maxime Bernier a, c'est qu'il se préoccupe. C'est un mouvement politique qui est monté surtout en réaction à l'immigration illégale qui se passe au Canada. Et Maxime Bernier se sent menacé dans son identité canadienne. Son identité québécoise disparaît depuis 260 ans, depuis 150 ans, en tout cas dans ce merveilleux Canada-là qui défend le système. Et depuis le référendum, depuis 25 ans, on voit une accélération de notre assimilation. Oui, effectivement, il y a eu des manigances de la part du fédéral pour, encore une fois, utiliser à des fins politiques l'immigration pour nous tasser tranquillement de notre territoire. Maxime Bernier s'inquiète de la disparition de son identité canadienne, mais la québécoise, lui, il semble l'oublier complètement. Bref, je vais terminer là-dessus pour ma petite introduction, ma longue introduction, mais on va accueillir maintenant M. René Ricard. Salut René, comment ça va? Ça va bien, Carl, toi? Oui, je ne sais pas si tu écoutais un petit peu ce que je disais. Très content que tu viennes avec nous ce soir pour démystifier cette fameuse péréquation. On pourra peut-être aborder d'autres sujets par la suite. Je sais que tu es préoccupé beaucoup par la question autochtone au Canada. Puis, il y a eu des développements à ce niveau-là. Tu pourrais peut-être me renseigner. Je n'ai pas pu suivre beaucoup ce dossier-là aujourd'hui. Mais si, en fin d'émission, tu veux aborder ce sujet-là, là, je suis très ouvert à t'entendre. Mais abordons ce que j'ai annoncé sur ma page Facebook ce matin, que nos amis fédéralistes vont avoir un exposé ce soir qui va essayer là, vraiment de déboulonner cet argument-là qu'ils utilisent tout le temps.
Puis qu'on a... hier, je participais à une rencontre avec Catherine Fournier. Puis justement, on essayait de trouver des arguments. On a fait un tour de table, puis la plupart disaient qu'on aimerait avoir un renouveau dans l'argumentaire indépendantiste. Puis je leur ai parlé de la péréquation. Puis je leur ai demandé autour de la table, j'ai dit, y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à cette affirmation-là? Le Canada nous donne 13 milliards cette année en péréquation. Et j'ai bien dit nous donne. Donc, avez-vous des... puis là, j'ai lancé l'appel aux gens. Avez-vous une réponse à me donner là-dessus? Sinon, si vous n'avez pas de réponse, effectivement, je me dis 13 milliards, c'est de l'argent. Je pense que je vais rester Canadien. Oui. C'est pas tout à fait ça le portrait. Est-ce que... Oui, c'est Jean-Marc qui va les défiler. Tu as juste à lui demander de les mettre une après l'autre. Je pense que tu lui as donné en ordre. Donc, okay. C'est juste le petit, le petit détail technique. Tu as juste à demander à Jean-Marc, un peu comme à l'émission Tout le monde me parle. Là. Linda paye sur le piton, puis Jean-Marc va nous faire ça. OK. En tout premier lieu, je vais vous parler de la péréquation, mais avec les chiffres. Puis de toute façon, je ne veux pas trop aborder la question des chiffres parce que je vais perdre les gens rapidement. Ce que même que les chiffres que je vais utiliser, c'est ceux qui ont été utilisés dans le livre que nous avons publié, Marie Massé et moi, en 2018. Et ce sont les chiffres qui concernent, c'est ça, oups, il est à l'envers, mais ce sont, ou en fait, il peut mettre la photo numéro 1 que j'ai envoyée. Ce sont les chiffres de 2016-2017. De toute façon, les chiffres ont peu d'importance parce que la même chose se reproduit sensiblement d'année en année. Puis la raison pour laquelle je n'ai pas fouillé plus loin, même si à l'époque, en 2017, la péréquation était de 10,03 milliards. Aujourd'hui, elle est de 13 milliards. Mais j'ai préféré garder ça parce que beaucoup de gens s'imaginent qu'une province extrêmement riche, vers laquelle le Québec est littéralement dépossédé depuis 1791, c'est-à-dire l'Ontario, recevait de la péréquation en 2016-2017. L'Ontario a reçu de la péréquation durant une dizaine d'années. Ça, on n'en parle jamais. Je veux dire, en tout cas, on pourrait y revenir. Seulement qu'une question technique, Carl. Si j'appelle... Oui. Est-ce qu'il m'entend, Jean-Marc? Oui. Ah! Tu peux l'appeler sur ton cellulaire. Oui, il t'entend en ce moment. Il nous suit en même temps. OK. Donc, ça, c'est ce qui... bon, je pense qu'il est important de commencer par situer, tu me diras si j'ai raison, là, de situer un peu qu'est-ce que c'est la péréquation. Oui. OK. D'abord, il y a une chose qui est intéressante, la péréquation. Ce que c'est un petit peu comme... vous savez, quand on paie de l'impôt, l'impôt est progressif. Par exemple, quelqu'un qui fait un revenu de 10 000 ne paie rien. Quelqu'un qui fait un revenu de 50 000 va payer, admettons, 25 ou 30 d'impôt, puis on parle du taux marginal. Quelqu'un qui va faire 100 000 va payer jusqu'à 50 %. Donc, c'est un taux progressif. Le principe de l'impôt, c'est de redistribuer la richesse de cette façon-là. Bien, la péréquation, c'est un petit peu pareil. C'est un système de redistribution de la richesse. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a des provinces pauvres qui reçoivent de la péréquation, c'est plutôt qu'il y a des provinces qui ne sont pas aussi favorisées. Je pense que s'il y avait du pétrole au Québec, on ne recevrait pas de péréquation comme les provinces qui en reçoivent. Donc, en partant, il y a une chose qui est importante à dire, c'est que la raison pour laquelle la péréquation a été inventée remonte à peu près à 1935. C'est assez intéressant parce que à cette époque-là, je vous poserai une devinette, il y a la seule province au Canada, depuis la Confédération, qui a fait défaut sur le paiement de sa dette. Vous avez le choix sur 10 provinces.
quelle province, pensez-vous, a fait défaut sur le paiement de sa dette en 1935, c'est-à-dire a déclaré une faillite technique? Connaissez-vous la réponse? Moi, je la connais. L'Ontario. Non. C'est l'Alberta. C'est l'Alberta, oui. C'est l'Alberta. Bon, il y avait à cette époque, le pétrole n'était pas développé et il y avait une sécheresse inimaginable dans les prairies. Ça affectait grandement, pas seulement que l'Alberta, les provinces de l'Ouest. Et qui, vous pensez, a sauvé l'Alberta à cette époque-là? C'est le Québec. C'est pas compliqué parce que le Québec, depuis 1763, est la vache à lait du Canada. C'est la province qui a fait que ça a été, de toute façon, Montréal a été jusqu'en 1959 la métropole économique du Canada. Or, ce sont des provinces comme, en tout cas, l'Ontario et le Québec qui ont sorti cette province du trou. Et les autres provinces, de toute façon, oui, écoutez, le développement du chemin de fer, tout ça, bon, quand il y avait des sommes à combler, comme on va avoir à faire avant longtemps avec Muskrat Falls à Terre-Neuve, qui est sur le point de faire faillite aussi, c'est qui vous pensez qui paye? Ce sont les autres. Puis à l'époque, il y avait à peu près seulement que le Québec qui était avantagé, même s'il y avait la récession, aussi la crise de 1929 était très difficile, mais on avait une structure économique qui faisait qu'on était en mesure d'aider les autres. Ça fait qu'ils devraient peut-être se garder une petite gêne un petit peu, les Albertains, les Saskatchewanais, parce que le pétrole qu'ils ont, c'est pas nécessairement le plus bel avenir. Quand on parle en termes d'années, bon, l'histoire, c'est pas mal plus long que 30, 50 ou 100 ans. Et il n'est pas dit qu'ils ne seront pas dans le trouble à nouveau avant longtemps. Là, puis excuse-moi, René, juste de 30 secondes. C'est super intéressant ce que tu dis. Je veux juste ajouter, c'est pas de notre faute si c'est des sables bitumineux. Puis ils ont seulement fait de l'argent en Alberta. Oubliez pas ça. Quand il y a eu une flambée des prix du pétrole, puis que le pétrole a monté jusqu'à 140$ du baril. Là, tout le monde avait l'air intelligent en Alberta. Moi, je me rappelle à l'époque que Ralph Klein avait payé sa dernière pièce de dette de l'Alberta. Tous les larbins québécois chérissaient l'Alberta. Ce que Ralph Klein est un grand politicien, un grand comptable. On devrait avoir ça au Québec. Comment ça qu'au Québec, on est tout endettés? Puis moi, je me rappelle de ces arguments-là. À 140$ le baril, René, toi puis moi, on aurait l'air tous d'un génie économique. Puis là, ils ont des problèmes. Le prix est à 59$ aujourd'hui. Puis on sait que le pétrole albertain ne peut pas être rentable tant que le prix n'est pas à peu près à 80$ le baril. Puis ce pétrole-là est enclavé. Ils sont pognés dans le continent tellement qu'ils sont obligés de le vendre aux Américains en ce moment entre 20 à 40% de rabais, parce que les Américains, eux autres, c'est un pays indépendant face à l'Alberta, puis ils négocient, eux autres. Ils disent, toi, là, t'as pas le choix de faire affaire avec nous autres, t'es enclavé, fait que donne-nous un rabais, on va te faire un gazéoduc pour que tu nous livres ton pétrole, mais tu vas nous donner de quoi en échange. Puis le Québec doit agir comme ça. On doit agir en homme d'affaires. La Fédération canadienne est en train de nous passer un gazéoduc. Puis là, je te le dis, ils vont nous dire, là, ils vont essayer de nous sortir la salade qu'on va vous donner un cadeau de 17... ils vont nous monter la péréquation même. Parce que si tu es un homme d'affaires, puis tu dis, s'ils oublient la quantité qui passe sur le territoire, puis on est capable de leur faire passer ça par un petit montant de péréquation, la quantité qui va passer sur le territoire n'aura plus aucune importance. Puis nous autres, on va continuer à leur donner un petit bonbon minime par rapport à ce que ça représente pour eux. Puis donc, le Québec doit avoir sa part là-dedans. C'est pas le fédéral, c'est le Québec, c'est ça l'indépendance. Excuse-moi, René, continue. Non, puis quand tu parlais de prix qui sont montés jusqu'à 140$ le baril, il faut savoir que quand ça va bien en Alberta, il y a une réaction un effet qui s'appelle le mal hollandais
qui fait que le dollar canadien augmentant à ce moment-là, ce sont nos manufacturiers ici qui en souffrent et qui en souffrent le plus. On n'a aucun... En fait, c'est malheureux. La question n'est pas de vouloir... d'en vouloir aux Albertains, mais quand le pétrole va bien au Canada, dans la pétromonarchie, le Québec et l'Ontario aussi, mais le Québec, parce que l'Ontario, ce n'est pas notre souci, mais le Québec va mal au niveau, parce que le Québec, ce sont des petites entreprises, ce sont des manufacturiers, et puis notre principal client, ce n'est pas le Canada au Québec, ce sont les États-Unis. Et nos exportations à ce moment-là en souffrent énormément, puis nos milieux manufacturiers aussi. Ceci étant dit, la péréquation, finalement, comme je disais, c'est un partage de la richesse. Comment est calculée la péréquation? D'abord, il faut savoir que la péréquation est enchâssée dans la Constitution canadienne de 1982. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, et je me demande jusqu'à quel point on peut modifier les données de la péréquation sans ouvrir la Constitution. Remarquez qu'il est prévu que c'est une formule qui se renouvelle tous les 5 ans. Le calcul se refait tous les 5 ans. C'est un calcul qui est relativement complexe, mais la chose la plus importante à savoir, c'est que la péréquation n'est pas calculée en fonction de la richesse des provinces, des provinces. Elle est calculée en fonction de la capacité fiscale des habitants. Donc, tous les calculs de péréquation se font par habitant. René, il répète, c'est quoi une capacité fiscale? Ça, là, c'est ça qu'on ne comprend pas non plus, là. C'est qu'entre autres, l'Alberta a choisi de moins taxer ses habitants, ses citoyens. Donc, contribuent moins, ils ont une marge fiscale plus grande. Donc, puis, tandis que les Québécois sont plus taxés, donc ont une marge fiscale moins grande, donc sont plus... C'est ça là que l'Alberta a fait des choix à l'époque du baril à 140$ le baril, puis ont été très généreux. Puis là, je m'en rappelle aussi, les gens qui allaient travailler en Alberta disaient « Hey, on paye quasiment pas d'impôts ici. » Oui, mais... On paye pas d'impôts, mais ouais. après ouais, ils n'ont pas à se plaindre, là, finalement. Tu n'as pas l'argent du pot. Si tu n'as pas mis dans le pot, tu n'auras pas. Pourquoi? C'est ça. Ce qui fait que ça devient complexe. D'une part, c'est ça. Oui, vas-y. Oh, excuse-moi. Non, excuse-moi, René, c'était mon régisseur. Je pensais qu'on avait un petit problème. Okay. Continue, excuse-moi. OK. Non, il n'y a pas de problème. C'est ça, une capacité fiscale par habitant. C'est okay. Toujours, on va prendre le produit intérieur brut divisé par le nombre d'habitants. On a une capacité fiscale par habitant. Et puis, on égalise dans toutes les provinces de façon à ce que chaque province ait la même ou sensiblement la capacité d'offrir les mêmes services à sa population. Mais René, oui. Ouais, dans la critique que les Albertains ont fait de nous, là, qu'on payait nos programmes sociaux avec leur péréquation qui nous payait, comment ça qu'on n'entend pas parler de la péréquation de la part des Albertains qui donnent au Nouveau-Brunswick, à Nouvelle-Écosse, puis comment ça? C'est donc bien populaire parler contre les Québécois au Canada anglais. Écoutez, de toute façon, pas seulement mais en tout cas, ouais, on a même des gens qui s'occupent, nos propres gens s'occupent de parler contre nous. Je suis toujours surpris de voir comment on donne un portrait étroit de la péréquation, un portrait qui finalement nous désavantage toujours. Pour continuer, finalement, le point important, je pense, c'est d'où vient l'argent de la péréquation. Ça, c'est une autre chose. C'est pas comme, admettons, le fonds d'assurance chômage. C'est pas un fonds dédié où il y a des cotisations. Le fonds de l'assurance chômage, il y a l'employeur, les employés qui cotisent au pactole. Non, la péréquation, elle est perçue à même les fonds généraux d'opération du gouvernement du Canada. Puis d'où vient cet argent-là? Il ne pousse pas dans les arbres. Il faut que les gens sachent que l'argent que le gouvernement fédéral a,
il obtient des impôts dans les provinces, il obtient des droits de douane, il obtient des taxes, la TPS. Donc, c'est de l'argent qui provient des provinces. Puis c'est important de savoir que le Québec est encore, après l'Ontario, la province qui envoie le plus d'argent à Ottawa. Ce n'est pas l'Alberta, ce n'est pas la Saskatchewan, et même dans les chiffres que j'ai, le Québec, pour l'année 2016-2017, a envoyé plus d'argent que l'Alberta et la Saskatchewan réunis. Puis encore là, je veux dire, ouais, bon. Mais donc, l'argent, ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas un cadeau du fédéral, c'est un retour de ce que nous avons envoyé. Qui en reçoit? Ben là, on a établi, c'est ça, on établit le calcul. Il y a les quatre provinces, c'est-à-dire les 3 provinces pétrolières et la Colombie-Britannique n'en reçoivent pas. À cause de leur richesse, parce qu'ils ont un produit intérieur brut par habitant, je veux dire, qui est au-dessus de la moyenne. C'est eux qui contribuent à la redistribution de la richesse. Et puis là, c'est fini. Je ne vous parlerai plus de péréquation. Pourquoi? Parce que je rentrerais sinon dans le paradigme, dans ce qu'on essaie de nous inculquer depuis toujours. Là, j'aimerais ça que Jean-Marc mette la photo suivante. Je vais attendre. Je vais te le dire quand elle va arriver. Donne-moi 2 petites secondes. Est-ce que Jean-Marc, tu nous écoutes? Il était toujours là. Jean-Marc, il devrait nous envoyer l'image. Là, on voit la couverture de ton livre, ce que le Canada ne vous dira jamais. Ça, c'était ta première image. Donc là, on s'en va à la deuxième. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir sur cette deuxième-là? Jean-Marc va nous la mettre là, dans quelques instants. C'est que la péréquation, ce n'est que 25, c'est à peu près environ le quart de ce que le soutien, de ce qui compose le soutien fédéral. Mais c'est le quart qui nous désavantage. Vous le verrez avec l'image. Ça s'en vient, là. Oui, il n'y a pas de problème. C'est que, en plus de la péréquation, il y a un programme global de retour de l'argent aux provinces qui s'appelle le soutien fédéral. Le soutien fédéral, c'est... bon, vous voyez l'image? Une image vaut 1000 mots. Vous voyez ici un agresseur qui court après une victime et vous voyez comment on peut, quand on n'a pas une vision d'ensemble, manipuler l'information, ce que nos télévisions, ça doit être une caméra de Radio-Canada, ça. Alors, oui, hein? C'est une très belle image, René. Merci, ça parle. Bon, et c'est le problème avec la péréquation. On peut passer à l'autre image. C'est tellement facile, ce sont des chiffres, le soutien fédéral, qui sont facilement disponibles sur Internet. Et on se rend compte que le soutien fédéral, qui est le programme des transferts en argent aux provinces, contient, en plus de la péréquation, les transferts canadiens en matière de santé et de programmes sociaux et la formule de financement des territoires. Et là, quand on prend compte du portrait global, et non pas seulement d'un zoom sur une partie du portrait qui fait notre affaire, avec lequel on peut même complètement dédire ce qui est la vérité, ben on se rend compte que le soutien fédéral, le Québec n'en reçoit pas plus à population équivalente. Il n'est pas plus avantagé que les provinces qui ont une population équivalente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on peut changer le tableau. Jean-Marc, oui, ça s'en vient. Ce que je veux dire par là, c'est que, oui. Bon, vous l'avez le tableau. Oui. C'est simplement pour montrer, bon, c'est pas moi qui invente ces chiffres-là. Le soutien fédéral aux provinces et aux territoires, n'importe qui tape ça sur Google, il va le trouver facilement, puis il le voit dans le tableau. Principaux transferts, transferts canadiens en matière de santé, ça c'est une partie.
Transfert canadien en matière de programmes sociaux, ça c'est une autre partie. Péréquation, voyons, c'est uniquement une partie de l'affaire. Ressources extra-côtières, il n'y en a plus. Formule de financement des territoires, très important, parce qu'au Québec, quand on reçoit autour de 2000 quelques cents dollars de soutien fédéral total, dites-vous qu'au Yukon, c'est 43 000 dollars par habitant. Là. Oui, c'est ça que M. Nantel nous avait dit il y a 3 semaines. C'est les territoires du Nord-Est, c'est 45 000 $ par personne. Nous autres, ils nous donnent 1 500 $ par personne, puis ils veulent qu'on se mette à genoux. C'est ça. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est qu'on se rend compte qu'ils nous donnent que ouais, mais c'était simplement pour montrer que c'est facilement disponible, ces chiffres-là. Puis quand quelqu'un, moi, m'arrive et me dit, avec les chiffres de 2016-2017, là, hey, on reçoit 10 milliards, on a reçu 10,03 milliards en péréquation, ben moi, je leur réponds, écoute, on a reçu bien plus que ça. On a reçu 21 milliards. Parce que si on parle des transferts canadiens en santé, en programme, en services sociaux, on a reçu 21 milliards. Alors là, les gars disent, wow, 21 milliards, c'est effrayant. Mais sais-tu quoi? L'Ontario en reçoit autant que nous autres. Nous entends-tu souvent taper sur l'Ontario? Blâmer l'Ontario? Il y a même des années où on le voit ici, là, le soutien fédéral total, là, l'Ontario recevait 2 milliards de plus que le Québec. Puis il va y avoir des années où c'est moins. Mais là, qu'est-ce que les gens vont dire? Ben oui, mais l'Ontario, ils sont 2 fois plus populeux que nous autres. Ils sont 2 fois plus nombreux que nous autres. C'est normal qu'ils reçoivent plus. Ah, ben j'aimerais ça que vous compreniez ça de la même façon pour ce qui est de la péréquation. Parce que c'est par habitant, puis on a 8 400 000 habitants, donc c'est normal qu'on reçoive plus qu'une province qui a 150 000 habitants. Mais plus que ça, on pourrait aller au tableau suivant. Plus que ça, c'est que quand on... Puis ça, c'est un exercice, ça c'est le même, je pense que je l'avais envoyé en double, je m'étais trompé. C'est un exercice, on le voit sur le soutien fédéral aux provinces et territoires, incluant la péréquation 2018-2019. On voit que le Québec, de toute façon, n'est pas un dernier de classe, là. Il est le 8e à recevoir en soutien fédéral total, là. Le Nunavut par habitant, 42 000 par habitant. Celui-là, je l'aime. Celui-là, je l'aime à ce tableau-là, René. L'île du Prince-Édouard, puis ça, c'est pour l'année 2018-2019. C'est le seul que j'ai là, qui est... Ça, c'est des vrais chiffres. Oui. Ben ça, c'est le soutien fédéral total, là. Alors, Et on voit les provinces pétrolières qui sont en bas, qui, elles, reçoivent quand même de l'argent. Et ça, on n'en parle jamais. Ils ont droit au reste aussi, ils en ont. Mais ce qui est le plus intéressant, et moi, j'aime beaucoup ce tableau-là, je suis d'accord avec toi, mais c'est le tableau suivant, où quand vous faites... Pas un meilleur. Ouais. Là, on est en train de les détruire. Là. Moi, je prendrais une petite gorgée d'eau, René. Là. Fais attention. C'est quand même, là, pour quelqu'un qui a été mystifié toute sa vie avec un système fédéral le plus meilleur pays au monde, là, je trouve que t'es rough ce soir. Mais continue, j'aime ça. Bon, ça, c'est le tableau, c'est mon tableau préféré, ça. Ah oui, laisse-moi voir. Un tableau, là, c'est le soutien fédéral au Québec comparé à celui reçu par une population équivalente du rest of Canada. Okay. Comment le tableau est fait? C'est que prend la population de chaque... là, c'est en 2016-2017. Ouais. Le Québec a 8 164 000 habitants en haut, OK, on voit ça. Et il a reçu 21 milliards. Pas 10 milliards de péréquation. Il a reçu 21 milliards de soutien cumulatif. Total, ouais. Soutien fédéral. Mais là, prenons les territoires parce que le Québec, il ne faut pas oublier que le Québec est aussi populeux que les 3 territoires, hein, Nunavut, territoire du Nord-Ouest et Yukon, que 6 des 9 autres provinces, hein, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, Manitoba, Saskatchewan, Québec. Et même, parce que là, il faut compléter, à un moment donné, on arrive, on n'a pas assez, on va aller en chercher dans la province la plus riche. Prenons, admettons, le quart de l'Ontario,
puis ça arrive comme ça, en fait, c'est 24,8 %. Lève un peu l'image, oui, c'est ça. Excuse-moi, on ne voyait pas. Continuons. Mais est-ce que tu comprends le principe? Oui, oui, c'est très, très. Bien sûr. De 36 000 habitants, il a reçu 1 539 000 millions. Le Yukon additionne à 36 000 habitants aussi. Donc, on a un cumulatif de 72 000 habitants, a reçu 946 millions. Donc, on a le cumulatif au bout, 2 485 000 territoires. Ouais. Donc, on y va comme ça tout le temps. C'est pas des farces là, quand tu regardes ça. C'est un tableau que j'aime aussi. L'île du Prince-Édouard, 143 000 habitants. C'est Sherbrooke, ça. Je veux dire, ça a autant de pouvoir que nous autres, ou presque. Là. Terre-Neuve, hein, c'est un gros 520 000. L'utopie canadienne, encore une fois exposée ce soir. C'est plus petit que Québec, hein, mais ça a beaucoup de pouvoir. Ça, à 4, là, ils peuvent faire bien des dommages, je veux dire, quand ça ne fait pas leur affaire. Nouveau-Brunswick, c'est 147 000, puis on voit ce qu'ils reçoivent au bout. Nouvelle-Écosse, ils sont 924 000, ont reçu 3 milliards. Puis là, remarquez que dans ce calcul-là, on inclut aussi Terre-Neuve, qui est une province pétrolière. On inclut la Saskatchewan, qui est aussi une province pétrolière. On arrive au Manitoba, finalement, on additionne 1 278 000 habitants. Donc, on est à 4 824 000 habitants et on est à 15 milliards. Là, il faut qu'on complète. Il nous manque 3 340 000 pour pouvoir comparer avec le Québec, qui est à 8 164 000. Donc, on va prendre le quart de la population de l'Ontario en plus. Et là, parce que ça représente le quart de la population de l'Ontario, et on prend le quart de ce que l'Ontario reçoit, 21 milliards. Et regardez donc ça. On n'a pas plus, on ne reçoit pas plus en soutien fédéral total qu'une population équivalente au Canada. Mais ça, c'est un angle sous lequel on ne nous présente jamais les choses. Parce qu'on va taper sur la péréquation. Ta forêt, une magnifique forêt de chênes, puis tu vas avoir un gars qui va venir contester la valeur de ta forêt en faisant simplement un gros plan sur le seul arbre malade de la forêt. On fait un petit peu la même chose, je veux dire, avec la péréquation. On ne parle jamais de soutien fédéral total. Et c'est là qu'est la gaffe. Il ne faut plus parler, je pense, de péréquation. Ou quand on parle de péréquation, il faut le remettre dans son contexte global. Sinon, on a un portrait qui est tronqué, qui ne donne pas la réalité des choses. Je vous montrais en bas les chiffres pour cette année-là. On voit la péréquation était de 10 milliards pour le Québec. En bas, tout à fait, les deux lignes. Les transferts canadiens, 11 milliards. Donc, le Québec avait eu 21 milliards. L'Ontario, une péréquation de 2 milliards. C'est important de mentionner que l'Ontario avait la péréquation. Ben oui, parce que c'était indécent, les avantages que cette province... ils nous ont littéralement siphonnés depuis 200 ans. René, il y a une autre émission à faire là-dessus, la province chouchou du Canada, qui est l'Ontario. On y a même fait un canal pour amener leurs marchandises à Toronto pour déshabiller Montréal. On a déshabillé... Hein? L'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent en 1900. Ah oui, puis quand tu regardes... Sans compensation pour le port de Montréal. Oui, puis quand tu regardes les résultats des deux villes, Montréal puis Toronto, le résultat d'aujourd'hui, puis tu pousses pas trop ta connaissance des causes de la réalité d'aujourd'hui, ben, tu as beaucoup de Québécois qui disent « Hey, regardez ça, Toronto, ça roule sur l'or, puis Montréal, les chemins sont remplis de trous, puis on voit l'heure de voir la lumière au bout du tunnel concernant la corruption, puis tout ça. En tout cas, on aime bien descendre Montréal, puis on aime bien idéaliser Toronto. Puis ça l'aide encore une fois la mentalité fédéraliste qui dit tabarnouche qu'au Québec, tout va mal, puis que le reste du Canada, on aimerait donc être aussi... bons. Hein? Ils sont tout le temps bons. Comme Marie dit dans son livre, dans notre livre, on est la province la plus riche, le Québec. On est la province la plus dépossédée. Mais tu as rendu compte avec le tableau que je te présente,
où finalement le Québec reçoit un soutien cumulatif de 21 milliards au total, puis Ouais. qu'une population équivalente du Canada reçoit 21 milliards, exactement comme ce que reçoit le Québec. Qu'est-ce qui arriverait si, d'une façon ou d'une autre, on décidait de diminuer la péréquation au Québec? Mais ce serait une injustice inimaginable. Ça n'a aucun bon sens. C'est là qu'on serait perdant. Mais l'autre chose qu'il faut que les gens sachent, il est important d'arrêter d'avoir honte de la péréquation qu'on reçoit. Pourquoi? Parce que la péréquation, ce sont les seuls argents que le Canada nous retourne et avec lesquels les provinces, le Québec en tout cas, a toute liberté d'action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte au niveau des dépenses de la péréquation. Comprenez? Ils font un chèque et ils disent « arrangez-vous avec ça ». C'est l'idéal. En fait, on devrait recevoir ils devraient nous retourner tout notre argent de cette façon-là. Ben oui! Parce que quand tu arrives dans les transferts en santé, ben là, c'est conditionnel. Hein? Ils font du chantage, comme il est arrivé il y a 2 ans. Nous, on a des priorités. On voulait investir dans les CHSLD. Non, le fédéral, lui, sa priorité, c'est les maladies mentales. Oui, puis ils ont raison, remarque. Sauf que c'est pas au fédéral, c'est pas un autre peuple à décider quelles sont nos priorités. Puis il peut y avoir des priorités qui sont concomitantes, là. On peut faire les deux. Mais si vous vous souvenez de cet événement-là, c'est que le fédéral a dit simplement, non, si vous ne versez pas l'argent-là, on ne vous le donne pas. C'est important. Plus le Québec peut recevoir de retour de ses argents sous formule de péréquation, meilleur c'est pour nous. Parce que oui, c'est notre argent. C'est notre argent. C'est notre argent, c'est ça. Puis s'il fallait qu'il coupe la péréquation, ben, il n'y aurait pas le choix. Il faudrait qu'il augmente de beaucoup, parce que les études le démontrent, on le démontre dans notre livre aussi, que les achats en biens et services qui sont faits au Québec, c'est-à-dire que les achats qui sont payants par la formation d'emploi sont souvent 7 à 10 de points de pourcentage inférieurs à ce qui se fait dans le reste du Canada. Et ça, c'est bien connu, c'est un élément, je veux dire, qui rallie autant les fédéralistes que les souverainistes. On n'a pas notre part du gâteau au niveau du développement de ce qui est important. Puis ce qui est important, c'est la création de la richesse. René. Tu crées la richesse, je veux dire, regardez la situation de la Davie, c'est inimaginable. J'allais t'en parler. Je viens de la région de Lévis, René, tu le sais, puis j'ai milité beaucoup dans le coin de Lévis, au Bloc québécois dans le temps, puis la miel Lévis aujourd'hui, là, on comprend pas pourquoi c'est Vancouver, puis le chantier à Irving, au Nouveau-Brunswick, qui ramasse tout le pactole. Ben voyons. Donc là, cette année, là, regardez le nombre de milliards qu'on a donné à ces chantiers maritimes-là, puis dans les dernières années, puis vous allez avoir là une partie de la péréquation. L'autre chose que je veux faire réaliser aux gens, qu'on n'a jamais abordé, René, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu parler, tu me diras, Carl, c'est vrai, on n'a jamais entendu parler, sinon j'aimerais savoir si le chiffre existe à quelque part. C'est-à-dire que dans la thèse que M. Nantel développe beaucoup sur les droits de passage, puis avec la campagne fédérale qui s'en vient, moi, je veux expliquer tranquillement aux gens que si on accepte le pactole canadien, si on reste dans la Fédération canadienne, ils vont nous imposer le gazéoduc parce que c'est le gouvernement canadien qui le décide. Puis Andrew Scheer va nous dire, ben, vous allez garder votre péréquation, mes amis. Fait que si on ne creuse pas plus l'histoire, ben là, on dit, ah ouais, c'est vrai, écoute, là, faut mettre un peu d'eau de pétrole dans notre vin, puis on va les laisser passer, puis on va garder notre péréquation. Mais moi, ce que je veux opposer à la péréquation, puis même si tu arrives, puis j'ai un fédéraliste devant moi qui me dit, ouais, mais ils finissent... Parce que le 13 milliards, si tu enlèves la partie que nous-mêmes on paye, c'est-à-dire le quart, on tombe déjà à 9 milliards. Puis quand on enlève tous les chiffres, là, on tombait avec M. Nantel à 7 milliards. Ce 7 milliards-là, là, avec la force économique que le Québec a aujourd'hui, avec son hydroélectricité,
Moi, je veux expliquer aux gens, puis je veux en profiter ce soir avec toi, René, pour parler des droits de passage. C'est-à-dire que dans tout le calcul que tu m'as dit, combien de barils de pétrole a passé sur le territoire québécois en wagon qui vient de l'Alberta qu'on pourrait soustraire au prix de notre péréquation? Donc, hein? Ils ne permettront jamais ça, je veux dire. La raison pour laquelle la province, le Québec, on a fait des réserves avec les Indiens et le Québec, on l'a enclavé de la même façon avec la frontière est du Labrador. Et on s'en sert du Québec, comme on le voit sur la 20, je veux dire, on s'en sert pour le traverser, pour passer dessus. En fait, les Canadiens ne nous ont jamais aimés pour ce que nous sommes. Au contraire, ils nous aiment pour ce qu'on représente pour eux. On est l'ouverture sur deux océans. Écoute, mais les droits de passage, non. Dans un Québec indépendant, ça, c'est inimaginable. Je veux dire que toutes les installations portuaires fédérales, ce sont des centaines de millions. Là. Chaque année, je veux dire que le Canada se met dans les poches. Et c'est très difficile de savoir comment les argents sont calculés. Hein. Quand on dit, admettons, que le Québec, c'est seulement 19,4% de l'économie. Imaginez-vous comment est calculé, par exemple, la fabrication de, je sais pas moi, 50 000 paires de bottes qui est faite au Nouveau-Brunswick pour des soldats qui sont stationnés au Québec, puis la facture est payée en Ontario. Comment tu répartis, je veux dire, le prisonnier qui vient de la Colombie-Britannique, qui est dans une prison québécoise? Où vont les bénéfices, je veux dire, des restaurants Saint-Hubert, là, un coup que le franchisé a déclaré ses revenus au Québec? La royauté qui est prise par le franchiseur, le propriétaire, est en Ontario, donc ce sont des bénéfices qui s'en vont en Ontario. Un bateau de taille moyenne qui passe sur le Saint-Laurent, je veux dire, c'est pas 5 000 $ que ça y coûte, là. C'est autour de 100 000, puis ça, c'est seulement... Il faut savoir, en définitive, qu'il y a deux choses, là, ça c'est important aussi. Il y a le fleuve Saint-Laurent, mais il y a la voie maritime du Saint-Laurent. La voie maritime du Saint-Laurent, légalement, elle commence au port de Montréal. C'est la portion, ce qu'ils appelle MLO, là, Montréal-Lac-Ontario. Okay. Seulement pour passer cette portion-là, un bateau, là, il n'a pas passé le canal Welland encore, mais ça ne nous concerne pas, c'est à l'autre bout. Mais un bateau de taille moyenne, pas parmi les plus gros, là, ça va lui coûter dans les 100 000 $. Et il en passe 6 000, peut-être pas tous comme ça aussi gros là, par année, là, 5 à 6 000 bateaux. Donc, c'est des argents qui nous sont littéralement retirés. Alors moi, quand j'entends les gens de l'Ouest nous dire que le pétrole, on est bien chanceux de les avoir, d'abord, eux sont bien chanceux. Je veux dire que nous, on ne charge rien pour qu'ils passent sur notre territoire. Si on est voilà. Oui. Comme n'importe quel pays, je veux dire, c'est des sommes, c'est de l'argent qui rentrerait dans nos coffres. Donc, c'est ça, René, moi, que je trouve très encourageant pour le prochain débat qui va avoir lieu pendant la campagne électorale. On sait que l'Alberta, c'est eux autres qui en ont parlé. C'est eux autres qui nous menacent. Et t'as dû remarquer aussi qu'on la fait plus bien cette menace-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants au Canada qui ont compris que s'ils veulent se mettre à jouer à la menace au niveau pétrolier, disons que les courants de pensée actuellement sur l'environnement est très fort. Et ça, c'est une autre chose là, qui me fait voir l'horizon indépendantiste de plus en plus en couleur. C'est que le Québec vert, son énergie verte renouvelable versus le Canada pétrolier d'énergie fossile qui, dans 100, 150, 200 ans, ça va être fini, puis on va être ramassé avec les problèmes environnementaux. On a un Canada en ce moment, une vision énergétique qui est complètement à l'opposé du Canada, du Québec.
On a Justin Trudeau qui nous fait des danses en Inde, puis qui fait des scandales avec SNC-Lavalin, puis sa ministre de la Justice, puis qui vraiment nous montre... Donc, il y a plein de sujets actuellement, René, qui nous permettent d'avancer là, notre projet indépendantiste. Moi, je ne pense pas de pelleter des nuages en ce moment. La campagne électorale, si on fait bien notre travail sur la péréquation, cette menace-là va arriver, René, je le sens. Ils se sont déjà essayés. Puis là, j'ai hâte de voir dans les 4 prochains mois comment Andrew Scheer va essayer de passer ça au Québec. Parce que beaucoup de votes nationalistes et dans le Parti conservateur en ce moment, tu dois le remarquer dans la région de Québec. À Montréal, on le sent un peu moins. Mais puis il faut... puis les conservateurs vont s'essayer là-dessus. Il va reprendre le message à Kenney en Alberta, puis Jonathan Trudeau va l'aider, Christian Dufour de la presse va l'aider, puis ils vont lui dire « Hey, écoutez, parce qu'ils vont nous couper la péréquation, laissez-les passer le gazoduc à Scheer. » Donc, moi, je veux surtout pas qu'au lendemain de l'élection fédérale, on se retrouve avec un gouvernement conservateur qui va nous imposer le gazoduc, avec lequel on n'aura aucun contrôle sur la quantité qui va passer. Déjà, il passe du pétrole par des wagons gratuitement qui nous a coûté 47 morts au lac Mégantic. Puis ils nous ont même pas payé pour ça. Puis là, on a un Québec là, qui s'éveille. Les jeunes sont très verts. Sont pas ni fédéralistes ni indépendantistes, sont à peu près ailleurs. Ils sont pas nécessairement, je l'ai vu hier à la rencontre, ils attendent juste à voir des gens qui leur expliquent comme il faut ce qui s'est passé avant, puis où c'est qu'on devrait s'en aller aujourd'hui. Puis moi, je crois que je t'ai fait venir pour ça aujourd'hui, René. Il faut développer cet argumentaire-là. Il faut suivre la prochaine campagne fédérale. Il ne faut pas se retrouver en plus de dire ils vont nous donner une péréquation. Scheer va dire en plus, là, vu vous l'acceptez, le gazoduc, puis on vous l'impose, puis vous faites pitié, on va vous donner 2 milliards de plus. Si on ne contrôle pas la quantité qui passe, si on ne sait jamais, toi puis moi, la quantité de pétrole qui passe, premièrement, je veux juste te dire une chose là-dessus. En 2009, il y avait très peu de wagons citernes. Et ça l'a explosé de 2009 à 2013. On s'est ramassé avec 140 000 wagons pour transporter le pétrole de l'Alberta. Le CN puis le CP. Puis là, Trudeau parle de le quadrupler. Donc, c'est pour ça que je te dis, dans ton calcul de la péréquation, si on était un Québec indépendant puis on dit non merci à la péréquation, on a déjà, sans le gazéoduc, des wagons qui passent que moi, je veux leur charger 20$ du baril, comme il se fait ailleurs dans le monde. Donc, c'est pour ça aussi que je veux qu'on mette bien en contexte avec la campagne fédérale qu'on peut vendre maintenant de l'hydroélectricité aux États-Unis, en Amérique du Nord-Est. Ça va nous rapporter pas mal plus ça que de faire affaire avec l'Alberta. Puis s'ils veulent passer du pétrole, ils en passent déjà. Maintenant, ils vont le payer, le passage. Puis le gazéoduc, vous le voulez, on pourrait peut-être vous en passer un, mais vous allez payer cher. Quand votre chum Irving va le recevoir au Nouveau-Brunswick, il va être rendu à un prix qu'il ne voudra pas le vendre ailleurs. Donc, essayez-vous même pas. Moi, je pense que ce projet-là est voué à l'échec, que Maxime Bernier semble vouloir garder son vote anglophone en disant la même chose que Scheer, qui va imposer à lui aussi le gazéoduc au Québec. Ces deux-là, je ne veux pas les voir pousser dans la tale nationaliste, peu informés de ce qui se passe. C'est notre devoir de le faire, ça. Vas-y. Ouais, une chose qui est importante, c'est que c'est toujours comme ça, parce qu'on table beaucoup sur l'ignorance des gens. Bon. Quand j'entends, je veux dire, en fait, peut-être faire un historique court, là. Tu sais ce que c'est que la ligne Borden? Tu as déjà entendu parler de la ligne Borden? Oui. OK. C'est qu'il est arrivé une époque quand l'Alberta a commencé. Tout ça pour mettre dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, on nous reproche de ne pas acheter assez de pétrole canadien. Tous les moyens sont bons pour dire qu'on est... et c'est drôle parce que
c'est le Canada lui-même qui nous a forcés en 1961 à acheter notre pétrole ailleurs qu'au Canada. Fait qu'imagine-toi, ils ont établi la ligne Borden, c'est-à-dire que c'est une ligne fictive, mais qui est l'Outaouais. Donc, le Québec, on subventionnait parce que le pétrole a toujours été subventionné. On subventionnait le pétrole de l'Ouest, mais on ne pouvait pas s'en approvisionner. Et ce qu'a fait, on a été obligé à ce moment-là, à cause de ce règlement-là, d'acheter notre pétrole de l'extérieur. Et ce qui a fait que... Américain. Parce que ça, c'est important à savoir. Parce que là, on parle de la péréquation, on parle de l'inégalité de ce pays-là. On essaie de nous faire passer pour des quêteux puis des BS de ce pays-là. Puis là, on va en parler. René, ce qu'il nous disait dans son long silence, vas-y, là, c'est sur les États américains. Quand ils sont nés, il y a eu le choix d'une capitale, puis ça ne s'est pas fait n'importe comment. Puis, vas-y, explique-nous cette histoire-là, puis ça nous fait comprendre l'Ontario, comment elle est favorisée en ayant... Ils n'ont pas brûlé le Parlement en 1949, je crois, pour rien, parce que les Anglais ne voulaient pas laisser ça au Québec, ils voulaient déménager ça à une autre province. Fait que... Vas-y. C'est carrément indécent. C'est inimaginable, tout ce qui a été... et puis, la majorité de la dépossession s'est faite à l'encontre du Québec. Mais on parlait de Washington, D.C. parce que c'est près d'ici, au sud. Ce que je disais, c'est que les pères de la Constitution américaine en 1790 ont décidé que la capitale fédérale ne serait pas sur le territoire d'un des États qui allait être fédéré par souci d'équité envers les États. Donc, on a pris un territoire qui était situé entre la Virginie et le Delaware, et on a créé un district fédéral. Et dans le tableau que vous avez ici, là, vous voyez qu'aujourd'hui, les capitales fédérales dans le monde qui se respectent, là, font toutes pareil. Hein. Les fédérations, ce qui est marqué sur le tableau qui est présenté, là, les fédérations dans le monde ont une capitale qui occupe un territoire distinct des États fédérés par souci d'équité envers les États qu'elle fédère. L'Allemagne, c'est le Land de Berlin, c'est une ville-État. L'Argentine, Buenos Aires, district fédéral. Canberra, en Australie, c'est l'Australian Capital Territory. L'Autriche, Vienne, c'est le Länder de Vienne, ville-État. Bruxelles, région de Bruxelles, capitale. Brasilia, district fédéral. Alors, vous voyez, parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Il arrive ce qui arrive au Canada. Je le dis en bas, l'exception, le Canada, dont la capitale fédérale, Ottawa, n'occupe pas un territoire distinct comme dans la très grande majorité des fédérations qui se respectent, mais est une ville de la province de l'Ontario dont les activités profitent essentiellement à l'Ontario, au désavantage du Québec. C'est une dizaine de milliards de dollars par année en retombées économiques dont le Québec est privé. René, moi, j'étais à Québec quand Lisette Lapointe avait pensé, il avait viré ça à la comédie, là, il appelait ça l'Élisette. André Arthur appelait ça l'Élisette. Puis les gens de Québec, il y a un groupe d'hommes d'affaires qui avaient payé une maison. C'est même pas les taxes qu'ils ont payées, c'est même pas les impôts du Québec qui ont payé. C'est des hommes d'affaires à Québec qui ont payé une maison à M. Parizeau s'il était prêt à l'habiter puis à accueillir les gens de l'extérieur là, les diplomates. Puis on a eu des gens à Québec qui ont levé le nez là-dessus, puis quand on parle d'indépendance, puis on leur dit « Hey, Québec, vous êtes la ville qui allait s'enrichir énormément avec une décision comme ça. » Mais René, je vais régulièrement à Québec, je vais y aller vendredi là, pour la motion sur Équipe Québec, mais tu regardes le taux de chômage dans la région de Québec, tu regardes la richesse, en tout cas le développement qu'il y a eu là depuis une quinzaine d'années. Essaye de vendre un message indépendantiste là en ce moment avec des ventes pleins, on se demande des fois pourquoi Québec n'embarque pas dans le projet d'indépendance. C'est qu'ils ont des commentateurs à la radio qui leur expliquent que c'est vraiment le Canada là, qui... c'est drôle de voir comment Québec... qui serait la grande gagnante de l'indépendance,
résiste à nos arguments. Oui, c'est surprenant. C'est surprenant, mais d'un autre côté, tu vois, on a beaucoup reproché à Québec. Ça, c'est une particularité. Ça a toujours été plus à droite, Québec, hein, que le reste. Mais même quand on remonte là, très, très loin dans l'histoire, même au 18e siècle. Mais il y a une chose, moi, qui me conforte. Hein. Quand on sait apporter les arguments, quand le moment est bon, quand on a des arguments, puis c'est très facile d'avoir des arguments contre le canadianisme. Le canadianisme nous dessert tellement, mais il faut au minimum s'y intéresser. Moi, je me souviendrai toujours, je sais, vous savez où est la base militaire Valcartier? C'est dans Chauveau. C'est dans Chauveau. Or, Chauveau, le oui pour l'indépendance a passé à 53 %. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y avait des militaires, là. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est perdu. Il s'agit simplement de donner l'information correctement. Voilà. Mais il y a trop, présentement, il y a trop de friture sur la ligne. On parle de la péréquation puis le soutien fédéral. Comment se fait qu'il n'y a personne qui relève ça? Comment se fait qu'on s'arrête puis qu'on permet qu'on s'arrête uniquement sur la question de la péréquation quand c'est que le corps du portrait, je veux dire, tu vois, mon image du début, là, où finalement... Ah oui. Où finalement, l'agresseur devient l'agressé, puis la victime devient l'agresseur. Ça n'a aucun bon sens. Donc, une capitale fédérale, Ottawa, ça, il faut s'en souvenir. Là. Et ça, c'est à tous les jours, à tous les ans. C'est 10 milliards minimum. Ça, 10 milliards de retombées économiques des privés. Donc, c'est facile à vérifier parce que dans la balance commerciale, quand tu vas... Ça, c'était dans le livre de... Comment il s'appelle? Donc, Stéphane... je ne me souviens plus. Stéphane? Oui, Caroline, cherchons, non. Mais Bédard? Non? Non, il parlait, mais c'était pour l'année 2009 seulement, où il mentionnait, c'est tellement gros que la balance commerciale, la balance commerciale interprovinciale est négative pour l'ensemble des provinces. Okay? C'est-à-dire qu'ils achètent plus que ce qu'ils vendent. Dans son exemple, là, la balance commerciale pour le Québec, à l'époque, en 2009, était de 4 milliards. Toutes les provinces étaient négatives, sauf l'Ontario, qui avait une balance commerciale positive de 30 quelques milliards. C'est indécent. Ça n'a aucun bon sens. Tout ça. Oui. Puis l'Ontario, puis Ottawa n'est pas la capitale du Canada. La capitale du Canada, c'est Bay Street. Puis après ça, c'est, comment ça s'appelle, donc Queen, en tout cas, c'est Toronto. C'est ça, elle est là, la capitale du Canada. Je le mentionnais, 100 000 fonctionnaires. 100 000 fonctionnaires, là, c'est pas des gars qui sont payés ou des femmes qui sont payées à 15 000 $ par année. Là, ça. Ben non. Des milliers de diplomates, des milliers et leurs familles, un aéroport international, un parlement qui coûte une fortune. C'est inimaginable, je veux dire. Et toutes les commandes qui passent par là, tous les bénéfices qui sont... C'est pas compliqué, je veux dire, ils font 39 % du produit intérieur brut du Canada à eux seuls, puis tu les entends à peu près jamais se plaindre. Comprenez-vous pourquoi ils se plaignent pas? S'il fallait que ce serait carrément indécent. C'est pas compliqué. Puis oui, vas-y. Il y a une émission à faire là-dessus au complet sur le favoritisme qu'on a eu à l'endroit de l'Ontario. On n'en connaît pas assez à ce sujet-là. C'est une iniquité inimaginable. Puis écoute, ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Je regarde ici, Mexico, c'est un district fédéral. Au Nigeria, imagine-toi, ils sont plus avancés que nous autres. Abuja, c'est un territoire fédéral. C'est le Nigeria. Au Pakistan, Islamabad, territoire fédéral. En Russie, Moscou
Moscou est le district fédéral. Mais René, je reviens à ce que je t'ai dit tantôt. Les Anglais, c'est Raymond Lévesque qui disait ça dans une de ses chansons, ils ont un cerveau d'économie qui peut étouffer n'importe qui. Puis effectivement, tu me parles de l'Afghanistan. Écoute, moi, dans le sens que quand tu as des tribus qui s'occupent de leurs affaires, puis qui forment un pays, tu veux pas qu'il y ait une tribu qui en profite plus qu'un autre. Puis ici, au Québec, on dirait qu'on ne calcule pas notre argent. On dirait qu'on la donne pour pas... on a un rapport vraiment avec l'argent qui... on aime mieux que les autres la dépensent à notre place parce que nous autres, on va sûrement la gaspiller puis faire n'importe quoi avec. La mentalité qu'on aime mieux donner l'argent à notre voisin pour décider de quel arbuste on va mettre sur notre terrain. Tu vas y porter 500$ au début de l'été, puis tu lui dis « Hey, tu m'achèterais-tu mes fleurs qui vont sur le terrain? Il me semble que tu as plus de goût que moi. » C'est vraiment... Il y a une inversion du gros bon sens au Québec qui vient que, à mon avis, on est dans une colonie encore. On ne réalise pas qu'on est encore dans une colonie, malheureusement. Puis on doit le réaliser, ça, qu'on n'a pas le contrôle de notre destin. Puis l'autre chose aussi qui fait vous avez déjà sûrement entendu ça dans la rhétorique fédéraliste, c'est que c'est notre côté français qui est un petit peu notre tare. On n'a pas le cerveau économique, donc on est mieux de laisser gérer ça. Il y en a beaucoup qui croient que notre système démocratique, c'est les Anglais qui nous l'ont appris, que le régime parlementaire, parce qu'on a un régime parlementaire britannique, que c'est eux autres qui nous ont appris la démocratie. Puis si tu écoutes un contemporain qui est mystifié, tu vas voir cette réflexion-là, mais quelqu'un qui regarde son passé, puis il dit « Hein, il vient de me dire que c'est les Anglais qui nous ont appris à vivre en démocratie ici, en Amérique du Nord. » Puis là, tu dis « Wow, là, à un moment donné, là, c'est assez, là. La mentalité, c'est Québec solidaire là, dans les dernières années qui pousse à l'extrême cette mentalité-là qui essaie de faire passer des bourreaux pour des gentils, puis vice-versa. Là, c'est assez, là, essayer de changer les termes, puis on a assez, je pense, au Québec de ça. Oui, ça prend, mais c'est pas facile parce que la désinformation est constante, elle est partout. Oui. Et écoute, je suis regardé l'article qu'il y avait dans la presse là, par rapport au rapport qui vient de sortir sur les femmes autochtones et c'est inimaginable. Là. La presse tape. Moi, quelqu'un qui s'informe seulement qu'à la presse, là, ce journal-là, dans cet article-là en particulier, est d'une malhonnêteté inimaginable. C'est rempli de trous, mais c'est à tous les jours. On entend ça à tous les jours. Il y a comme il y a un problème de santé mentale. C'est comme si on avait intériorisé notre... je ne sais pas si c'est parce qu'on a beaucoup souffert. Ça, on ne s'en souvient pas, mais en tout cas, nos gènes s'en souviennent. Notre inconscient collectif, à mon avis. Oui, il y a eu... la bataille est constante contre le français au sein du Canada. C'est à tous les jours. Et je regardais encore un titre de journal aujourd'hui, puis du moment qu'on peut aller se comparer pour se diminuer, on le fait. Mais as-tu remarqué une chose? Pendant des années, le taux de chômage était plus élevé au Québec. Oui, c'est ça, plus élevé au Québec. On en entendait parler à tous les jours, à longueur de journée. Là, ça fait 2-3 ans, là, je veux dire, que le taux de chômage est inférieur à celui de l'Ontario. Qu'on est même. Hey. Tu n'entends plus parler. C'est vrai, ça. C'est vrai ce que tu dis là, René. Je veux dire, ça n'intéresse plus personne. C'est pas intéressant. Puis le pire, c'est que ça vient des nôtres. Ça, c'est... Moi, j'ai beaucoup de difficultés. Je veux dire, c'est... Tu sais, il faut pas en tout cas, il y en a qui doivent être heureux. Ils n'ont pas à se forcer trop pour que les problèmes nous tombent dessus. Oui, puis hier, à la rencontre que j'ai eue avec Catherine Fournier, René, beaucoup là, parlaient de l'argumentaire. Certains remettaient les structures. Il y avait
il y avait beaucoup de personnes autour de la table là, de tendance de gauche, puis la technique de la terre brûlée. Là. Comme si tout ce qui avait existé avant, c'était pas bon, puis qu'il fallait tout repartir à zéro. J'ai un problème avec ça. Moi, je pense qu'on a une société qui fonctionne malgré tout bien, à bien des égards, malgré toutes les épreuves qu'on a eues. Puis moi, je crois, René, que dans notre inconscient collectif, faire pendre nos leaders politiques en 1839 en public, un après l'autre, avant les fêtes, ça doit marquer un peuple, ça. C'est pour ça, moi, j'ai beaucoup de misère à entendre des gens parler contre les Québécois, puis rire des Québécois, ça me touche beaucoup parce qu'on ne tient pas compte là, de toutes les épreuves qu'on a eues. Quand tu parles contre les Québécois, qu'on est des peureux, j'aime pas qu'on nous identifie comme des peureux. On est peut-être plus raisonnable que peureux, puis on se dit, si on se révolte, on va s'en refaire pendre 12 autres à la place publique. Et aujourd'hui, la pendaison publique, elle se fait pas nécessairement comme avant, mais elle peut détruire des carrières, elle peut mettre en faillite des gens. Il y a bien d'autres façons pour menacer des gens pour se fermer la gueule. Puis au Québec, on a fait le choix aussi de l'économie. On a mis l'économie du côté des fédéralistes, l'économie forte du côté des Anglais, tandis que le Québec endetté, pauvre, francophone, avec une langue qui ne se parle pas en Amérique. On a comme attitude, comme parents aussi, d'idéaliser l'anglais. Comme société, on dit, si tu ne sais pas l'anglais, tu ne deviendras pas riche, tu n'auras pas des bonnes jobs. Donc là, on revient à l'époque de Bozo les culottes où il avait compris qu'il fallait être bilingue. Donc, on a vraiment... moi aussi, l'attaque du français me touche énormément. Dans le débat identitaire en ce moment, j'ai hâte que ça finisse. Ça semble quand même regrouper les gens sur... Ça rappelle aux gens qu'on a eu un passé catholique, entre autres, puis que c'est important de garder nos racines, même si on ne la pratique plus. Moi, je pense que dans les dernières années, c'est ce que je réalise. Puis, fait que c'est ça. On ne peut pas nous reprocher d'avoir résisté. Les Québécois, on est un groupe en Amérique qui avons réussi à perdurer d'une façon très originale. Donc, ça mérite qu'on continue. Hein? D'une façon exemplaire. Écoute, il s'agit de sortir d'ici. Je n'ai pas cette carte-là, mais par exemple, le français est une langue appréciée, respectée dans l'ensemble, sur l'ensemble du globe. Il y a un endroit dans le monde où le français n'est pas apprécié, c'est au Canada. Il ne se passe pas une semaine sans que de toute façon le français soit attaqué. Écoutez, il y a Jean-Michel Demetz, qui est l'ancien rédacteur en chef de l'Express, qui a écrit un livre, Les Québécois, et qui disait que le Québec aujourd'hui, c'est un miracle par rapport à il y a 50 ou 60 ans. C'est aujourd'hui, le Québec compose une des classes sociales les plus prolifiques en Occident. Les Québécois, c'est pas rien, là, ça. On a, en titre de pouvoir d'achat, l'Institut de la statistique du Québec fait des études régulièrement et compare 250 pays et territoires. Il y a 193 pays, mais il compare des territoires aussi qui pourraient être des territoires autonomes. Écoutez, le Québec, en produit intérieur brut par habitant, en PPA, en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on compare vraiment la capacité d'acheter, le Québec indépendant serait le 33e pays. Pas le 233e, pas le 133e, le 33e pays sur la planète. Il ferait partie de l'OCDE. Puis à ce palmarès-là, le Canada est en 25e position. La seule raison pour laquelle le Canada est en 20... Mais déjà, vous rendez-vous compte? La seule raison pour laquelle le Canada est en 25e position, c'est simplement parce qu'on est dépossédé à l'avantage de l'Ontario depuis 2 siècles. C'est simplement parce qu'il y a du pétrole dans les autres provinces qu'on n'a pas. Puis on arrive quand même à leur tenir tête avec les moyens qu'on a. Dites-vous, au niveau du pouvoir d'achat, j'avais une courbe, ça aussi j'aurais aimé vous la montrer.
Vous rendez-vous compte pour une habitation moyenne, une famille qui a un revenu moyen et une hypothèque moyenne, donc on prend toutes des moyennes, là, une famille au Québec doit consacrer autour de 30 % du revenu familial pour le paiement de l'hypothèque. Savez-vous combien c'est en Colombie-Britannique? C'est autour de 80 %. Vous rendez-vous compte de ça? Prenez votre revenu familial, là. Mettons que le revenu familial est de, je ne sais pas moi, faire un chiffron que ce soit facile. Admettons qu'il est de 100 000. Je ne suis pas dans les... mais c'est plus facile à calculer. Là. Vous allez consacrer 80 000 $. C'est à Vancouver, entre autres. 80 000 $ pour payer votre hypothèque. Payer vos... c'est inimaginable. On parle de l'habitation, on ne parle pas seulement de l'hypothèque, mais ça, il faudrait... En fait, on est un bijou de société sur un bijou de territoire. Il nous reste simplement, je veux dire, à prendre compte de toute l'exception qu'on compose, puis tout ce qu'on a fait, puis d'apprendre à respecter tous ceux qui nous ont précédés puis qui ont travaillé fort pour en arriver où est-ce qu'on est. Puis moi, j'aimerais terminer la question de la péréquation, que j'aimerais ne plus appeler péréquation, mais pour vous parler d'une chose, parce que ça, c'est une autre partie du portrait. Tantôt, on disait comment on a été... la répression des patriotes, là, ça a été terrible, là, les viols, les centaines de fermes détruites, 700... En tout cas, juste dans... C'est inimaginable ce que nos gens ont subi. Puis à cette époque-là, on nous a imposé l'acte d'union, mais on nous a imposé l'acte d'union sous occupation militaire. Ben oui. On n'a rien eu à dire. Et qu'est-ce qu'on a fait? Puis ça, c'est important aussi. Il faut que les gens le sachent. C'est qu'on n'avait pas de dette. L'Ontario avait une dette de 5 millions. Nous, on avait un surplus de 180 quelques mille $. Et on nous a imposé la dette de l'Ontario. C'est aujourd'hui des montants qui se rendent dans des centaines de milliards de dollars. Si on calculait... il y a toute une partie du livre où on explique comme il faut qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas compliqué. Quand vous lisez, quand vous prenez connaissance de l'ensemble du portrait, là, qu'on parle de péréquation, mais dans un contexte de soutien fédéral total. Après ça, des dépenses en biens et services où on n'a pas notre compte. Après ça, je veux dire, d'une capitale nationale qui nous gobe des dizaines de milliards en retombées économiques par année. Une capitale fédérale, c'est-à-dire la dette, la dette, je veux dire, que le fédéral a fini par accepter, par prendre à charge. Alors, quand le fédéral nous dit, vous savez, il faut qu'on assume la partie de la dette, la partie de la dette qui nous... Ça, je les attends. C'est ça. En fait, c'est le genre d'argument lors d'une négociation qui serait pas mal à notre avantage, parce qu'il faut savoir que les dettes que les États se doivent entre eux n'ont pas de prescription, de délai de prescription dans le temps. Fait que ça clôt pas mal le taux d'assimilation des francophones au Canada. Tu avais ce tableau-là. Je pense que c'est plutôt dans le... Je voulais parler du multiculturalisme. Oui, écoute, il nous reste 13 minutes. Puis on va s'en garder. Le multiculturalisme, on va l'attaquer à notre prochain rendez-vous, René. Okay. Je pense que t'es... j'en ai parlé avec François Saint-Louis aussi, puis je pense que les auditeurs t'apprécient beaucoup. T'as vraiment beaucoup de connaissances, là. Puis en plus, je crois que tu es à la retraite, hein? Oui. Donc, des fois, moi, là, la chose que je vais m'engager, René, pour les prochaines émissions, je pense qu'on devrait l'enregistrer quelques heures avant pour qu'on puisse éviter là, justement les pépins qu'on a eus puis qu'on puisse profiter mieux de tes tableaux. Oui, parce que j'en ai beaucoup. Je veux dire, Donc, on avait déjà discuté de ça là, avec la technique puis tout ça. Puis, Madame Céline
Céline, qui est juste avant nous autres, fait ça aussi. Donc, ça fait une qualité, peut-être, ça fait pas du live, là, mais les prochaines émissions que je vais faire avec toi, René, là, je pense qu'on va les enregistrer. Céline Lebel. On va faire un peu la même formule que Céline Lebel, puis on va l'enregistrer avant. S'il y a des bouts là, que ça sort mal, qu'on voit mal tes tableaux, on va pouvoir le travailler puis le diffuser tout de suite quelques heures après, comme si c'était en live. Okay. Mais le monde ne verra pas de différence. Puis techniquement, là, parce qu'aujourd'hui, là, je dois te dire, j'ai vu les commentaires. Toi, tu ne les vois pas sur le clavardage, mais on t'a perdu environ 8 minutes. Puis ça l'a. Puis à l'émission, là, quand on a des rétroactions comme ça, là, c'est bon signe. C'est parce que le monde voulait t'écouter. Je regardais ma page Facebook aujourd'hui quand je t'ai annoncé. Puis tu as des connaissances qui, moi, comme indépendantiste, je veux profiter de tes connaissances. Moi, puis est-ce que tu me permets de faire une. Ben écoute, moi. Oui. Moi, je recommande aux gens d'acheter notre livre à Marie Massé. Ah oui, ben oui. Parce que pas mal tout ce que je raconte là, c'est dans le livre. C'est un livre d'argumentaire, ce que le Canada ne vous dira jamais. Je pense que les gens vont apprécier. Puis j'en profite aussi pour dire que Marie, dans la revue qui... Oui, je le veux, de Martine Ouellette, Marie et moi, on va avoir une page dans la revue à compter de la prochaine qui sort le 15 juin, où on va faire des capsules pour attirer l'attention des gens sur des choses qui sont importantes à dénoncer, dont les choses, des caractéristiques qui sont surprenantes parfois, mais je veux dire qui sont importantes, que les gens connaissent. Puis plus les gens vont s'informer, plus ils vont se rendre compte. Tu sais, moi, je ne suis pas un indépendantiste de naissance. Puis, comment je dirais, on se remet en question, les indépendantistes, mais je suis indépendantiste depuis assez longtemps. J'ai souvent fait des remises en question. Tu te poses des questions, tu te dis, coudonc, est-ce que je vais de travers? Est-ce que c'est moi qui n'est pas correct, qui n'ai pas raison? Et puis, mais plus je m'intéresse, je vais dire que je ne suis pas objectif, là. C'est certain que moi, quand je teinte, j'essaie de ne pas teinter, mais quand je teinte en bleu plutôt qu'en rouge. Mais il reste une chose, plus j'ai de connaissances de l'histoire du Québec, de l'histoire du Canada, plus ça me conforte et ça me dit toujours, mais c'est inimaginable, mais c'est pas possible. Et c'est pas du chiolage, ce sont des faits. On s'est fait rouler. Ah oui, entarté. Ça fait trop longtemps qu'on se fait rouler. Il faut, si on veut continuer à se faire rouler, au moins qu'on se fasse rouler en toute connaissance de cause et qu'on ne l'apporte pas au paradis. Puis écoute, c'est Rambo qui avait très bien résumé ça. Hein? On se fait faire l'amour sans notre consentement, mais l'autre idée... aussi, moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est Parizeau aussi qui le disait. Plus tu connais l'histoire, plus tu deviens indépendantiste. Puis souvent, dans les réflexions de nos adversaires, Marie Massé le fait très bien aussi. Il y a beaucoup de mythes. Il y a beaucoup de croyances. Et des croyances qui sont faciles à croire. La péréquation, celui qui a pensé à ça, puis qui l'a diffusé depuis une couple d'années dans les réseaux, puis ont mandaté certains journalistes, ou il y a certains journalistes qui y croient aussi. François Legault. Ah oui, François Legault, qui l'a cru aussi, effectivement. J'étais un peu déçu là-dessus. Mais, hein, oui. Il est comptable, il aimerait ça qu'on n'en ait plus de péréquation. Pauvre M. Legault, la péréquation, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Les paiements de transfert, là, Ottawa pose ses conditions, je veux dire. Demandez-en de la péréquation. Oui, mais y a-tu un double message là-dedans, René? Il veut-tu éliminer la péréquation puis le pays qui va avec? Moi, je hein? Ouais, ben là, si c'est ça le double message, c'est correct, mais c'est pas de la... Moi, j'aime pas les gens qui nous disent qu'on est un peuple de pauvres. C'est pas vrai qu'on est... Non, moi aussi. Moi aussi. Ça, moi aussi. Puis je vais te dire une chose, si
Eh mon Dieu, j'ai de la difficulté à m'imaginer où on serait rendu si on avait notre liberté depuis le temps. Écoute, on a parcouru le continent, on a été partout, on a découvert avec nos amis autochtones ces pays, 30 États américains qui ont été révélés au monde par des Canadiens. Puis les Canadiens, ce n'est pas les Canadiennes, là, je parle des anciens Canadiens, nos ancêtres. Plus on apprend ces choses-là, plus on a de raisons d'être fiers. Je pense sans se péter les bretelles, on est un peuple exceptionnel. S'il y a eu les Gaulois en France, je pense qu'il y a réellement les Québécois en Amérique qui sont des insoumis et des résistants. Puis moi, je suis fier de ça. Je suis fier de ça. On n'est peut-être pas nombreux, mais on est assez nombreux pour brasser les choses. On est peut-être... Je suis confiant. On est peut-être quelque chose comme un grand peuple. On peut pas nous reprocher d'avoir résisté de façon aussi originale. Puis, moi aussi, je suis fier du travail. Quand M. Bouchard, ça, je n'étais pas content de M. Bouchard quand il a sorti de la politique puis qu'il nous a fait un livre sur les lucides. Puis, il s'est mis à cogner sur les Québécois qu'on n'était pas des travaillants. Moi, c'est drôle, là, mais je me lève à tous les matins, puis je vais dans des chantiers, puis ce que je vois, c'est du monde qui travaille en boulot. Puis je regarde nos ancêtres, comment ils ont travaillé. Moi, je dis à mes étudiants, imaginez, c'était quasiment comme d'arriver sur la Lune aujourd'hui. Les premiers Français qui sont venus vivre ici, puis qui sont nos descendants. Parle un Français. Passer l'hiver, là. Ben oui, puis moi, je dis à mes étudiants, là, je te donne une hache puis un ciotte, puis je te fais marier une femme au port de Québec, puis la business est partie, là, go, faut que tu te fasses une terre, faut que tu te la rendes cultivable pour que tu puisses te nourrir, parce que c'est pas la France qui va te nourrir. Un hiver qui dure 10 mois, tu as 2 mois pour faire pousser tes patates. Puis, il nous disait qu'on était des pea soup. Si on connaît l'histoire de la soupe au pois au Québec, là, vous allez voir que c'est une recette survivaliste. Là. Avec une soupe au pois, là, les bûcherons partaient dans des camps de bûcherons avec une couenne de lard salé, puis ils faisaient long avec ça. Ils mangeaient, donc, on était très peu carnivores. On était très proche des végétariens. Là. Une soupe au pois, là, on mettait une couenne de lard, c'était tout. Là. Hein? C'était... Je me trompe pas parce que j'ai eu la chance à l'école d'accueillir comme professeur à un moment donné un conteur. Puis il était venu nous raconter l'histoire des bûcherons. C'était quoi une année pour un bûcheron? D'un jeune de 10 ans qui commence à bûcher, du bonhomme à 40-45 ans là, qui va vivre dans des camps de bûcherons. Comment il se transportait? Il jumpait le train. Les gens, ils n'embarquaient pas d'un train 5 étoiles. Les meilleures places sur un train, c'était sur le bord sur le wagon, le wagon, celui qui tire, là, où il y a la tank à eau chaude. C'était des locomotives à vapeur. Donc, les meilleures places pour monter dans le nord, c'était, ils jumpaient le train, des trains qui montaient, puis il nous racontait, entre autres, que les bûcherons se couchaient dans des camps de boiron. Puis ceux qui se couchaient aux extrémités, c'était pas très bien isolé. Souvent, le matin, ils se levaient les cheveux gelés sur le mur. Puis on me disait que dans une pièce d'à peu près 12 par 12, on pouvait coucher 12 bûcherons couchés en petites cuillères. Puis ils faisaient ça pas 2 semaines, là, c'était tout l'hiver. Donc, il nous parlait de l'organisation des camps de bûcherons et tout. Donc, moi, je suis très fier de mes ancêtres. Ouais. Puis le peu que je connais d'eux, et ils m'ont jamais déçu. Desjardins, il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a une couple d'années. Sais-tu combien ça coûte en moyenne à une famille québécoise l'hiver? Une famille de 4 enfants? Non, vas-y. 8 000 $ par année.
Tu vas parler de pneus, tu vas parler de coûts de nourriture parce qu'il y a beaucoup de production qu'on doit acheter de l'extérieur. Tu vas parler de chauffage, tu vas parler de médicaments, tu vas parler de 8 000 $. C'est quelque chose, là. Additionne ça, je veux dire, sur le fardeau, admettons, d'une famille qui reste sur la Côte d'Azur ou qui reste dans n'importe quel pays tempéré qui ne connaît pas l'hiver comme ici, là. Puis ici, écoute, c'est pas un hiver ordinaire qu'on a, là. Montréal est considéré par les météorologues comme ayant un climat subtropical en été. Que j'adore l'hiver, René. Puis un climat subarctique en hiver. Il n'y en a pas beaucoup de places comme ça dans le monde, là. Je veux dire, il fait plus froid, la température moyenne à Québec est plus froide que celle de Moscou. Hey, écoute. Mais ça forge du monde qui sont résistants. Du monde, moi je me souviens, la dernière récession qu'il y a eu, on est habitué à la dure. La majorité des... Tu sais, puis tu recules de 3-4 générations maximum, puis on vient tous de la terre. Nos ancêtres étaient tous des cultivateurs, ou pratiquement tous des cultivateurs, étaient sur la terre, ou en tout cas en grande majorité. Mais c'est du monde qui travaille à la dure. C'est du monde... Ah oui, puis leur empreinte environnementale là, a été très minime. Puis les Québécois, on s'est fait influencer là, par Hollywood, puis on est rendu des très bons consommateurs, peut-être un peu trop bons. Puis si on revenait un peu à nos racines, puis d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai dit à nos étudiants, puis ils nous l'apprennent dans nos livres d'histoire. Quand on a connu des graves crises économiques au Québec, ça nous a obligés à nous solidariser, puis à trouver des solutions. Puis on a toujours trouvé des très bonnes quand on s'est serré les coudes. Puis là, je pense que notre culture actuellement est en jeu. Notre pays qui n'est pas né est en train de nous glisser entre les doigts. Mais je pense que si on redonne un petit coup de barre, René, on peut avoir des grosses surprises, surtout que nos adversaires, en ce moment, font une excellente job. Oui. Il s'agit simplement qu'on puisse être, comment je te dirais, diffusé. Il faut en parler. Il faut en parler dans nos familles, il faut en parler avec les jeunes, il faut en parler... ça ne fait pas toujours plaisir, ça n'intéresse pas toujours, mais il faut en parler. C'est important. On est condamné à la liberté. Et ça, quand les gens se rendent compte de ça, tu te rends compte que tu n'as pas le choix. Il faut que tu te tiennes debout et que tu ailles de l'avant. Au meilleur de ta connaissance, au meilleur de ce que tu peux faire aussi. Je veux dire, il y a des périodes de la vie, c'est facile pour moi aujourd'hui de passer mon temps à faire des lectures, à m'intéresser à tout ça. Mais une jeune famille, c'est pas pareil. Je veux dire, ils ont des préoccupations qui sont hautes avant de commencer. Fait que souvent, je veux dire, ils sont intéressés à la politique 6 mois par 4 ans. Et c'est certain qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais moi, je suis heureux, je veux dire, des réseaux sociaux. Je trouve qu'on est à une époque, recul seulement que de 15 ans, on n'avait pas ce moyen-là de communiquer, ces moyens-là de communiquer. C'est certain que là, il y a beaucoup de brouillard, mais les gens vont finir par trouver où sont les vérités, et tu t'informes petit à petit. Moi, je suis... tu sais, le combat pour la liberté, là, il existe de tous les temps. Puis l'indépendance du Québec, c'est la liberté. C'est la liberté ça. du peuple. C'est pas compliqué. Je veux dire, c'est pas normal qu'un peuple se soumette à un autre peuple. Je veux dire, surtout de la façon dont ça se fait ici. Mais ça, écoute, on pourrait passer 2 jours. Moi, j'ai donné une petite image bien simpliste, là, mais on essaie d'avoir un système politique un peu comme un lave-vaisselle, qu'on met notre vaisselle sale dedans, puis elle ressort propre, puis qu'on n'ait pas à s'en occuper. Je pense que comme citoyen, que ce soit dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle nation, il faut avoir des citoyens bien informés ça, on s'attendrait à ce que Radio-Canada puis travaille pour nous autres, mais là, on s'aperçoit que c'est plus ça. On voit qu'ils font partie du problème. Donc, moi aussi, je suis bien content des réseaux web qu'on a en ce moment. On a en tout cas, on a la capacité de rejoindre plusieurs personnes, comme ce soir. Puis, ça, on n'avait pas ça il y a 15 ans.
Ouais. Donc, si toi puis moi, là, puis d'autres, on se réunit, puis on fait des belles émissions d'information comme ce soir, on va avancer, c'est sûr, on va se rapprocher de la vérité. Même si on la possède pas, la vérité, on veut la trouver, on veut la chercher, en tout cas. Ouais. Donc, on veut s'en approcher. Ça aide à développer l'argumentaire. Dans n'importe quelle question de la vie, je veux dire, quand tu es informé, ben, tu t'en fais moins passer. Puis moins tu t'en fais passer, plus tu es heureux, tu es fier de toi. Voilà. Quand tu as une ignorance dans la vie, tu payes le double du prix. Quand tu vas au garagiste, puis le garagiste s'aperçoit que tu connais rien, il va t'en organiser une facture. Mais en politique, c'est la même chose. Jack Layton, quand il s'est fait élire par une émission de Tout le monde en parle, ça m'avait découragé un peu. Mais je me dis, à un moment donné, on va réussir à approfondir des sujets. Puis c'est suite à des crises. Là, on a eu une crise migratoire, on a eu une crise depuis le référendum de 95. On s'est fait rentrer dans notre trou vraiment de façon très vulgaire. Moi, je me rappelle encore de la politique des commandites canadiennes où il y avait des drapeaux du Canada partout au lendemain du référendum. Puis moi, je pensais que ça allait insulter les Québécois puis qu'il y aurait eu... on l'avait, notre pays. Je pensais que en plus, j'ai dit, hey, regarde les fédéralistes agir avec les commandites. Puis là, on a vu notre Jean Chrétien avec sa balle de golf, puis tous ces chums qui nous ont exposé le système fédéraliste, puis pourquoi ils faisaient ça. Puis là, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui sont payés pour venir diffuser des nouvelles ici, puis essayer de casser notre mouvement. Puis on le voit aussi. Hein? Tu regardes seulement Radio-Canada. Tu peux pas... Tu sais qu'ils ont des directives. Hein. Ils ne peuvent pas, ou rarement, ils s'échappent. Là. Ils doivent parler de la province de Québec et non du Québec. Ils doivent mentionner le Canada. Écoute, moi, quand j'écoute les nouvelles, là, puis qu'on me ramène à tout bout de champ, je veux dire ce qui s'est passé à Yellowknife ou... bon, je change le poste. Ah oui, tu as raison, René. Céline Galipeau, entre autres, quand elle parle de nous autres, elle va utiliser le terme les séparatistes. Oh, les séparatistes. Céline Galipeau, elle utilise souvent ce terme-là. Mais ça, tu sais, c'est de la malhonnêteté intellectuelle inimaginable, hein, parce que tu peux pas être séparatiste. Qu'est-ce que c'est? Ben non, c'est ça. Ben oui, c'est sûr. Non, La séparation, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. As-tu déjà entendu un Norvégien dire « Moi, je suis dans un pays séparé ». Ils sont séparés en 1903. As-tu déjà entendu la Pologne dire « Moi, la Pologne est un pays séparé ». Non, c'est un pays souverain, c'est un pays indépendant. En fait, juste le terme. Mais ça, il y a tellement de termes qu'on utilise comme ça. Je me suis coltaillé à un moment donné avec Chantal Hébert où... c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Aller dire que, admettons, 50% plus 1, c'est une majorité simple. Et c'est un mensonge éhonté, c'est la majorité absolue. Mais jamais ces gens-là vont dire que c'est la majorité absolue. Ils parlent d'une majorité simple. Pourtant, tu vas regarder dans tous les pays normalement constitués. Écoute, de toute façon, dans le livre encore, à un moment donné, au niveau de la liberté de la presse, le Canada était au 16e, je ne me souviens pas au 16e rang, mais selon une donnée que j'ai lue de Marie il n'y a pas longtemps, le Canada est rendu au 22e rang. L'information qu'on a de la presse... Oui, la liberté de presse, effectivement, on a descendu de plusieurs niveaux. Je me demande même si on n'est pas rendu dans les 30e. C'est-tu acceptable, ça? C'est-tu acceptable? Une société comme la nôtre? En fait, René, il n'y a plus d'objectivité. Je veux dire, je trouve que c'est malheureux. Puis je me dis à ce moment-là, une chance. C'est pas toujours drôle sur les réseaux sociaux. Hein. Je veux dire, tu croises toutes sortes de numéros. Des fois, ça te permet de t'amuser, mais d'autres fois, je veux dire, c'est vraiment pas drôle. Mais à un moment donné, si on débroussaille tout ça, moi, je trouve... On va l'avoir. Et un grand bénéfice, oui. Alors, merci René. C'est tout le temps qu'on avait. J'ai pas eu le temps on n'a pas rencontré tel que promis Stéphane Hallinger qui allait venir nous annoncer qu'il va y avoir une motion vendredi à 11h à l'Assemblée nationale présentée par Pascal Bérubé du Parti québécois concernant des équipes Québec au niveau international.
Comment Hein? Peux-tu me spécifier, c'est en vertu d'un droit spécial qui est reconnu par les fédérations internationales? Comment ça s'appelle, ce droit-là? Là? C'est Bob Sirois là, qui nous en a parlé. Je me rappelle plus du nom. Ça fait 3-4 fois qu'il me le dit. C'est que quand tu fais partie de la nation qui a inventé le sport, et les Québécois l'ont inventé, quand tu fais une demande à une fédération, comme là, la Fédération de hockey, puis le Canada dirait non, on n'est pas d'accord que le Québec soit représenté là-bas, ben là, on invoque cette clause-là. Et d'autres inventeurs de sport dans le monde qui ne sont pas un pays ont leurs équipes. Entre autres, on a une drette ici proche de chez nous, les Mohawks, qui ont inventé, les Amérindiens ont inventé la crosse. Donc, ils ont une fédération de crosse. Ils font partie de la Fédération internationale de crosse et ils participent dans les tournois en tant que Mohawk à ces tournois-là. Donc, c'est un peu la même chose qu'on veut faire au hockey. Puis on veut le faire dans toutes les disciplines. Puis je vous rappelle que les femmes, dans beaucoup de sports d'équipe, d'hiver, on serait numéro 1 dans plusieurs, entre autres le hockey féminin. Ouais. Donc, vendredi, il y a un autobus d'organisé. Suivez les pages Facebook de la Fondation Équipe Québec. Moi, René, je vais être là à Québec. Je ne sais pas si tu vas venir nous voir vendredi à l'Assemblée nationale. On veut appuyer. On va avoir plein de gilets de l'équipe Nation Québec qu'on va faire porter aux gens. Puis, il va y avoir une conférence de presse après avec Pascal Bérubé. Puis, on aimerait avoir plein de monde avec les chandails du Québec là-bas. C'est trop important pour qu'on passe à côté vendredi. Donc, j'ai pris congé. Je vais travailler plus fort les 4 prochains jours. Et vendredi, on va faire des reportages. Je sais qu'il y a bien du monde qui sont supposés d'être là. On m'a dit qu'Alexis Cossette-Trudel allait être là pour faire des reportages là-dessus. Donc, on remercie Alexis. T'as-tu vu les chiffres à Alexis Cossette, René? Non. Alexis Cossette-Trudel, là, ses vidéos comme on fait, toi puis moi, ce soir, là, il fait des vidéos seulement d'environ 1 heure parce que j'ai côtoyé Alexis, là, j'ai participé un petit peu à l'idée là, qu'il fasse ça de façon plus régulière, des web journaux. Puis des vidéos comme on fait aujourd'hui, lui, là, il y en a au-dessus de 5000 qui l'écoutent enregistrées. Puis sur ces directs, il y a au-dessus de 300 personnes. Mais juste pour toi, là, de ton côté, là, YouTube, aujourd'hui, tu es l'invité là, qui a attiré le plus de public. J'ai pas suivi le en direct, le nombre de personnes qui nous suivaient, hein, mais on a dépassé, puis les chiffres montent. Là. Puis moi, je te remercie beaucoup, René, d'être venu ce soir. Puis, on va parler de multiculturalisme la semaine prochaine. Puis, si tu le veux bien, ben on pourrait se revoir soit lundi ou mardi, selon tes disponibilités. Puis, on l'annoncera là sur nos pages que tu vas venir nous parler de multiculturalisme la semaine prochaine. Ça va être merveilleux encore une fois. OK. Je veux juste rappeler aux gens qui se souviennent que même si on a 23 % de la population au Québec, on est allé chercher aux 3 dernières Olympiques d'hiver la moitié 50 % des médailles olympiques individuelles. Et ça, on ne compte même pas, je veux dire, les médailles par équipe. Alors, tu me fais plaisir, René. Tu me fais plaisir, René. Mais je pense que, encore là, j'ai peine à imaginer, j'essaie de m'imaginer tout d'un coup des équipes québécoises. Ça défoncerait, mon ami. Ça serait René, tu vas-tu venir voir le premier match Québec-Canada à la finale de hockey junior aux fêtes prochaines? Moi, j'ai hâte de voir une équipe junior québécoise pendant les fêtes. Je suis écœuré de voir le message publicitaire de Canadian Tire qui nous dit qu'on joue tout pour le Canada, tandis que dans l'équipe Canada, on n'a même pas le droit de parler français. Donc, c'est pas tout le monde qui joue pour le Canada. Donc, on va avoir une équipe Québec. On va pouvoir parler librement dans notre chambre. Puis moi, Hein? Vas-y, René. Je vais te dire une chose, là. Le Canada va mettre tout son poids pour qu'on ne puisse pas avoir ça. Parce que les sports, quand tu es capable de réunir des gens autour d'un sport national avec des gens de leurs gens qui sont dans ces équipes-là, c'est une force politique inimaginable. Inimaginable. Merci. On conclut là-dessus. Ça dit tout. Puis on se voit, nous, demain, mardi. Je vais avoir peut-être Félix Brassard qui va venir nous parler de Jean-Claude Labrec, le cinéaste qui est décédé.
un grand. J'ai eu l'occasion d'écouter donc demain 9h à l'émission. Merci, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci. Bonsoir tout le monde. Bye bye. C'était le Journal du Soir, au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.